La technique, c'est la voiture que l'on conduit, le téléphone qui nous suit partout, ou la Wi-Fi dans nos salons. Mais c'est aussi et surtout le stylo avec lequel on écrit sa liste de courses, le couteau qui coupe nos carottes, la manière dont on parle, marche et pense. La technique est partout, invisible et assimilée, et dans les minutes qui suivent, nous allons la chercher là où elle se cache, tout près de nous. Elle est à la fois savoir-faire et outil, un ensemble de procédés informels incorporés dans des objets créés par l'être humain. Partez avec nous à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien et que l'on a donc arrêté de voir. Et on vous prévient, ça va être technique. Le recyclage, donner une deuxième vie à un objet sans valeur. C'est la solution idéale pour notre société. Nos déchets redeviennent des ressources. Bon, à quelques conditions quand même, vu que le taux de recyclage des déchets plastiques en France atteint seulement 26%. Malgré l'effort des industriels de marquer « recyclable » sur leur packaging, nous sommes loin des objectifs d'écologie visés en France. La solution semble pourtant être juste devant nous. Pourquoi ne pas tout recycler ? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Bienvenue sur Contrôle Technique, je suis Elisa Van Hees et aujourd'hui nous accueillons un étudiant, Maxime, et une étudiante, Pauline, tous deux en génie des procédés à l'Université de technologie de Compiègne pour leur mémoire, le recyclage ou le mythe d'un capitalisme écologique, écrit dans le cadre de l'enseignement, théorie technologique et histoire des savoirs techniques. Les humains sont sales. Nous créons des déchets. En France, c'est 4,6 tonnes par habitant en 2020. Mais en réalité, si ça semble naturel de créer des déchets, je l'ai appris en vous lisant, les déchets n'ont pas toujours existé en fait. Alors effectivement, les déchets, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme une invention, puisque les déchets, autant au niveau matériel qu'au niveau conceptuel, sont quelque chose qui dépend fortement du contexte temporel et social. Et en fait, les déchets tels qu'on les conçoit aujourd'hui, ils naissent au moment du 19e siècle, donc quand on a une forte industrialisation, et que pour la première fois, on a des nouvelles matières qui vont être employées, qu'on a une très forte urbanisation, et qu'on va avoir un flux de déchets qui est très différent de ce qui a pu être produit auparavant et dans une quantité qui est aussi très différente de ce qu'on a pu avoir avant. Donc, par exemple, le tonnage de déchets qui est produit entre 1815 à 1864, il est multiplié par 10. Donc ça, c'est pour les boues urbaines et ça vaut aussi pour un certain nombre d'autres déchets. Et donc, ce qui découle de ça, c'est que si auparavant on pouvait avoir une certaine économie du déchet, on pourra en reparler un peu plus par la suite, eh bien on va avoir d'un coup une quantité de produits matériels si grande qu'il va falloir trouver une solution pour s'en débarrasser et que le déchet tel qu'on le connaît aujourd'hui va advenir. Donc on va dire le déchet, c'est quelque chose qui n'a plus de valeur, qu'il faut enfermer, qu'il faut écarter des milieux urbains. Parce que avant, ces matières qu'on rejette un peu, ça a de la valeur. C'est des trucs qu'on revalorise, c'est ça ? Exactement. Donc avant ça, il y a une économie, une certaine circularité de la matière. En fait, on a toute une économie, une sorte de proto-économie du recyclage, si on veut, puisqu'il y a par exemple les chiffonniers, qui sont des gens qui vont collecter, ils travaillent avec les déchets, ils vont collecter les chiffons, toutes sortes de déchets qu'on peut trouver dans la ville, et vont les revendre à des industriels, à des entreprises qui vont par exemple, à partir des chiffons, fabriquer du papier. La même chose donc pour les os, on peut en faire des peignes, des boutons. On collecte aussi les coquilles d'huîtres, on fabrique de la gélatine aussi à partir des os. Et donc toute cette matière, donc avec ça on peut aussi rajouter par exemple la boue urbaine, qui va être très valorisée par les agriculteurs et qui vont l'utiliser comme engrais. Toute cette matière, elle circule dans la ville, donc elle est produite dans la ville et elle circule, donc le déchet finalement n'existe pas vraiment, c'est un état transitoire de la matière. Et donc ça, c'est quelque chose qui va fortement changer au moment de l'industrialisation, quand donc au départ la matière recyclée en quelque sorte,
va être une aide à l'industrialisation, puisque c'est un support de l'économie. Et puis d'un coup, on va se retrouver avec une industrie donc, qui est en essor, qui va produire de nouvelles matières. Et ces matières qui circulaient vont déjà être en quantité tellement grande qu'on ne pourra plus les utiliser avec une telle évidence. Et en plus, elles vont être reléguées au rang de quelque chose dont on ne veut pas, parce que c'est vu comme moins intéressant, moins stable, moins propre que les nouvelles matières qu'on peut produire. Oui, corrigez-moi si j'ai mal compris, mais dans votre mémoire, on sent vraiment le avant-industrialisation où il n'y a aucun besoin de revaloriser les déchets. Enfin, c'est même pas des déchets, vous dites, c'est des matières inutiles. Il n'y a pas besoin de les revaloriser parce que ça a déjà de la valeur. Mais quand l'industrialisation commence, on sent que on a trop de choses et on ne sait pas quoi en faire avec. Voilà, comme disait Pauline, avant l'industrialisation, en fait, la matière circule dans la société de manière beaucoup plus fluide. On peut comparer ça au cycle naturel. Les feuilles ne sont pas un déchet en tant que tel. La nature utilise les feuilles pour que les arbres puissent de nouveau grandir et prendre les nutriments. Avant la révolution industrielle, beaucoup de matières en fait circulent sans être considérées comme déchets. Déchets, c'est ce qui est déchu, c'est ce dont on ne veut plus. Et Pauline parlait par exemple des boues urbaines. En fait, elles étaient utilisées pour faire des engrais. Les chiffons étaient utilisés par les chiffonniers pour faire du papier, et donc le terme de déchet n'existait pas en tant que tel, puisque la boue urbaine, comme tout autre type de déchet, était en fait une matière première pour autre chose. Et avec l'industrialisation, l'urbanisation, par exemple, les villes s'écartent des campagnes, et donc ça devient beaucoup plus compliqué de valoriser les boues urbaines, comme on appelle ça, donc c'est les excréments et toutes sortes de fluides. Ça devient beaucoup plus compliqué d'amener ça à la campagne, parce que la campagne est de plus en plus loin, on produit la nourriture de plus en plus loin des lieux de consommation, et donc on se retrouve avec des matières dont on ne sait plus quoi faire, et c'est à partir de cette période, donc au début du XVIIIe siècle, que le terme de déchet commence à apparaître et qu'on considère ces objets ou ces matières qui avant étaient des matières comme les autres, qu'on les considère comme des matières n'ayant plus leur place dans le monde et comme étant déchues, donc d'où le mot de déchet. Ouais, et cette dévalorisation des déchets aussi, et l'accélération de cette dévalorisation, vous la justifiez aussi par l'hygiénisme qui advient aussi plus ou moins en même temps et qui donne cette dimension du sale à ces matières qui ne sont plus utilisées. Donc c'est sale, il faut les sortir de chez nous. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'est l'hygiénisme ? Alors complètement. Donc l'hygiénisme apparaît vers le XVIIIe siècle, notamment avec les travaux de Pasteur. Et Mary Douglas, qui a travaillé et qui a sorti un livre dont le titre est « De la souillure, essai sur les notions de la pollution et de tabou », nous parle justement de cette notion de saleté. Selon elle, en fait, la saleté est relative et quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc il n'y a rien de sale en soi. Par exemple, de la sauce tomate, ce n'est pas sale, mais quand c'est sur une chemise, c'est sale. Quand c'est dans notre assiette, ce n'est pas sale. Pareil pour des chaussures. Si je mets mes chaussures sur la table, tout de suite, ça devient sale. Et donc, selon elle, en fait, le déchet devient sale quand il n'est plus à sa place. Or, le principe du déchet, c'est de ne pas avoir de place. Et donc, le propre de l'hygiénisme, ça va être d'enfermer le déchet à sa place, qui est une non-place, en fait, donc dans la poubelle. D'où l'art de jeter, en fait. Exactement. L'art du jetable, vous en parlez avec l'exemple des cols de chemise, qui sont, d'après vous, les premiers objets qui peuvent se jeter, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Donc à partir du 19e siècle, le terme et le concept de produit jetable apparaît, et accentué par le mouvement hygiéniste, comme tu l'as dit, Elisa. L'un des premiers objets jetables, ce sont les cols de chemise qui sont en papier et qui étaient utilisés par les hommes
à l'époque du 19e siècle, les hommes qu'on appelait les cols blancs. Pour les hommes célibataires qui n'ont pas de femmes au foyer qui peuvent s'occuper de faire les lessives, la lessive coûte très cher et donc avoir un col blanc qu'on peut jeter devient beaucoup plus économique. Et dans la même période apparaissent beaucoup de produits hygiéniques comme les serviettes menstruelles, les mouchoirs en papier jetable. Et tout ça est accentué par l'idéologie de une fois que le produit est utilisé et souillé, on peut le jeter, le faire disparaître, et donc ça devient salvateur. Et c'est comme ça qu'apparaissent les premiers produits jetables, donc, et l'idéologie du jetable qui nous permet de nous débarrasser de quelque chose, qui nous permet de nous purifier. Et cette idée de jeter, je l'ai beaucoup senti en lisant votre mémoire, ça se raccroche à l'idée que la société s'accélère un peu, on a envie de s'en débarrasser vite, on a plus le temps en fait de revaloriser les objets, c'est loin des yeux, loin du cœur, on le jette, c'est bon, ça disparaît. Cette accélération de la société, c'est dû à l'industrialisation aussi, Alors pour savoir à quoi est due cette accélération, c'est peut-être un grand sujet auquel on ne prétend pas forcément y répondre, mais c'est sûr que cette accélération se voit très nettement dans notre rapport aux choses, dans notre rapport aux autres aussi, mais le rapport qu'on a avec nos objets a été radicalement bouleversé depuis ces 2 derniers siècles. Et quand les objets nous appartiennent plus que quelques minutes pour une canette, par exemple, évidemment qu'on a un rapport à la matière complètement différent. Là où avant, par exemple sur les vêtements, on pouvait garder nos vêtements toute une vie. Ils étaient rafistolés quand ils étaient abîmés, etc. Maintenant, avec la mode de plus en plus accélérée, on se détache complètement des objets. Et donc, ça permet... en fait, les deux s'alimentent. Le jetable permet de se détacher des objets et le fait qu'on se détache des objets accentue le jetable. Advient une nouvelle ère que vous appelez l'ère du jetable, notamment avec l'arrivée du plastique. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée du plastique dans le rapport aux choses et le déchet ? Alors le plastique, c'est pas cette matière qui a initié le jetable, mais par contre il va changer radicalement ses conséquences du fait qu'il dure beaucoup plus longtemps. Donc Baptiste Mont-Saint-Jean parle dans son livre Homo Detritus d'une nouvelle ère géologique. Si on regarde maintenant les strates rocheuses de notre planète, on peut voir à différents endroits de la Terre une nouvelle strate faite de plastique. C'est pour ça qu'il appelle notre nouvelle ère géologique que certains nomment l'Anthropocène. Il va même jusqu'à la nommer l'ère du poubellocène, parce que tous nos déchets jetables, en fait, ne disparaissent pas. On veut les faire disparaître de notre monde et de notre vue. Et pourtant, on dirait. Et pourtant, vous en parlez, on dirait qu'ils disparaissent. Voilà, c'est ça. Ils disparaissent de notre environnement de vie, mais en fait, ils se retrouvent dans l'environnement quand ils ne sont pas incinérés ou confinés dans les décharges. Ouais, et vous en parlez, en fait, cette manière de faire disparaître les déchets, elle s'industrialise. Donc on arrive à faire disparaître encore plus vite les déchets, et ça permet aussi d'invisibiliser le déchet. Complètement. Si toutes nos poubelles devaient rester entassées dans nos salles de classe, on aurait tout de suite un rapport différent aux déchets. C'est parce qu'on peut le faire disparaître très rapidement qu'on peut continuer à en produire autant. On voit bien avec les grèves des éboueurs, qui sont des événements très significatifs et intéressants, que notre rapport aux déchets tout de suite est modifié. Quand Paris ploie sous les poubelles, tout de suite on se réintéresse à cette question. Et c'est parce que le déchet peut être expédié en moins d'une semaine loin de chez nous, les poubelles sont ramassées toutes les semaines, qu'on peut en produire autant. Voilà, moi chez moi, dans notre famille on est 6, on produit un conteneur de poubelles jaunes par semaine.
si pendant un mois on ne ramasse pas nos ordures, tout de suite on va commencer à remettre en question notre consommation de plastique. Exactement. Et là, on peut bien voir la mise en place d'une vraie industrie du déchet, puisque pour que tout ça fonctionne, il y a des centres d'incinération, il y a des sites d'enfouissement des déchets. Et donc ça, c'est l'étape, en quelque sorte, qui suit la proto-industrie du recyclage dans la ville, où là, on pouvait voir l'activité, les chiffonniers, les personnes qui récoltaient, donc les éboueurs au sens étymologique, qui récoltaient les boues urbaines. Et aujourd'hui, on a donc tout un système hyper industrialisé qui va prendre en charge nos déchets, qui va les écarter, donc un système de transport, un système de collecte, de tri, etc., qui va nous permettre d'oublier nos déchets. Il faut que je fasse un aveu. En 2019, j'ai tenté le zéro déchet. Et je ne sais pas si vous avez eu des amis ou si vous-même avez tenté le zéro déchet, mais en fait, ça prend toute votre vie. C'est devenu ma personnalité. En 2019, j'étais la personne zéro déchet de mon quartier. Voilà. Et c'est triste que ça ait été aussi dur, aussi compliqué. En fait, c'est à ce moment-là vraiment que je me suis rendu compte que les industries, elles produisent des emballages et nous créons des déchets. Ou en tout cas, c'est l'impression que nous donnent les grandes entreprises. Et c'est ce que dit très bien, avec un peu d'humour, notre professeur Guillaume Carnino, qui dit « Quand le monde est fait en entonnoir, c'est difficile de ne pas tomber dedans ». Exactement. Évidemment, on peut essayer de faire du zéro déchet et tout ça, mais en fait, si on veut acheter du jambon, c'est quand même très pratique de l'acheter dans un emballage plastique, et c'est compliqué d'acheter des yaourts par exemple sans emballage plastique, à part les faire soi-même. Ça arrive aussi avec la faute qui est un peu rejetée sur les utilisateurs. En fait, dans le premier cas, donc l'industrie chimique qui va être en essor, on n'a pas tant une responsabilisation des individus que le fait d'abord de les déposséder de leur opinion en fait, sur ce qui va être désagréable, ce qui est incommode et le type de déchets qui sont tolérables ou pas. Et où en fait ça va être la science qui aura la parole principale ou le dernier mot à dire sur ce qui peut être toléré, sur ce qui est un déchet acceptable ou non. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est donc, dans la continuité de ça, évidemment, c'est que donc, non seulement c'est pas à nous de décider quel type de déchets on accepte ou pas. D'ailleurs, on n'a plus aucune influence dessus, puisque les rejets industriels, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. On n'a pas notre mot à dire sur les rejets industriels. Enfin, en tout cas, on ne peut pas influencer directement en tant que citoyen ce qui se produit dans les usines. Même pas par le vote. Évidemment, mais je veux dire directement dans notre vie de tous les jours. D'accord, donc tous les jours, on ne peut pas décider ce que rejette l'usine d'à côté. Exactement. Et donc, dans la suite de ça, en plus, on nous responsabilise pour les déchets qu'on produit tous les jours, ce qui est évidemment aussi logique, mais ce qui est produit par les discours sur le déchet actuellement, c'est que donc on rassemble la responsabilité individuelle de jeter et un enjeu collectif et global qui est la bonne gestion des déchets et la protection de notre planète. Et donc tout ça, par un artifice du discours et du marketing, est rassemblé en mettant complètement de côté le gouffre qu'il y a entre ça, donc qui est tout l'aspect technique et économique de la gestion concrète des déchets. Et on va donner l'impression aux gens que c'est eux, par leurs petits gestes, par leurs achats mauvais ou non, entre guillemets, qui sont responsables entièrement de préserver la planète des déchets. Et donc en fait, les entreprises, les industries nous contraignent à consommer autant de plastique, mais la responsabilité va de plus en plus sur le consommateur. C'est ce dont nous parle Jean-Baptiste Combi, qui parle de l'individualisation des problèmes écologiques.
De plus en plus, c'est la faute du consommateur. Il faut éteindre la lumière, il faut bien jeter, apprenez à bien jeter. Mais cela, en fait, permet de complètement invisibiliser la cause du problème, c'est-à-dire la production de ces bouteilles plastiques à usage unique, de ces canettes qu'on jette au bout de 10 minutes. Et en fait, toutes les entreprises ont intérêt à... Alors consciemment ou inconsciemment, hein, le but c'est pas de crier à la théorie du complot ou quoi que ce soit, mais ont intérêt à responsabiliser le consommateur. Et en fait, ce mode de pensée permet donc de ne pas remettre en cause l'existence de la canette. Oui, mais justement, donc, par rapport à la responsabilité du consommateur, c'est quelque chose qui nous est tout le temps rappelé par toutes sortes de logos, des affiches, etc. Et évidemment qu'on a une grande responsabilité aussi. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui est recyclable en théorie ne l'est pas toujours forcément en pratique. Et en fait, le consommateur, il faut se dire qu'il fait un grand travail, ou un travail primordial, en fait, avant que les objets puissent être recyclés, donc qui est l'étape du tri. Parce qu'on produit aujourd'hui des déchets qui sont tellement divers, avec des matériaux, des alliages qui sont parfois extrêmement complexes. Et donc les industries du déchet sont extrêmement dépendantes du fait qu'il y ait une main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire nous, qui nous chargeons de l'étape de trier au préalable, plus ou moins bien, évidemment, les déchets. En quoi est-ce que c'est pas tout le temps recyclable en pratique ? Alors, ce qui fait surtout qu'en pratique, quelque chose va être recyclable ou non, c'est que, donc, pour ça, il faut se pencher un petit peu plus sur l'organisation technique et économique de l'industrie du recyclage en France, en l'occurrence, c'est ce qu'on a étudié plus en détail. C'est que donc il y a des filières qui vont prendre en charge ce que nous on aura trié, donc par exemple les emballages. Sauf que si l'emballage, le type d'emballage qu'on a jeté, il n'y a pas encore de procédé pour le recycler, ben dans les faits, il ne sera pas recyclable, même si dans le labo, on peut effectivement le broyer, le laver, en refaire quelque chose de neuf. Mais ce qui est recyclable, enfin rien n'est recyclable en soi. Pour que quelque chose soit recyclable, il faut qu'il existe un procédé technique à échelle industrielle qui puisse effectivement le prendre en charge et que cette opération soit rentable. D'accord, donc on nous promet quelque chose qui ne va pas pouvoir être mis en place dans les faits, quoi. Qui n'est pas mis en place. Qui n'est pas mis en place. D'accord. Ça ne peut pas être dit de manière catégorique, mais c'est quelque chose qu'on peut effectivement observer ou qui est important à garder en tête parce que l'industrie du recyclage, les discours sur le recyclage jouent énormément sur toutes sortes de confusions, notamment celle-ci, qui est que donc, quand on va voir un marketing où on nous dit c'est fait à partir de matériaux recyclables, on ne peut pas savoir exactement si c'est recyclable, en fonction aussi du pays, bien sûr, d'origine, si ça va être recyclable effectivement en France ou pas. Donc ça dépend vraiment de ce qui est mis en place, et recyclable ne veut pas dire recycler au futur. Exactement. Donc voilà, donc premier point, beaucoup d'objets qui pourraient être recyclés n'arrivent pas dans les structures permettant de les recycler. Et ensuite, tous ces objets qui peuvent soi-disant être recyclés et qui arrivent au bon endroit, en fait, beaucoup ne peuvent pas être recyclés, même s'il y a marqué que c'est recyclable. Voilà, donc pour ça, il faut comprendre un peu plus comment fonctionne le recyclage au niveau technique et économique. Donc le recyclage en France est pris en charge par organisé en filières. Et donc dans ces filières qui sont organisées donc, selon les différents types de déchets qu'on peut avoir, par exemple les emballages, les caoutchoucs, les métaux. Donc ces filières vont prendre en charge les déchets et les traiter selon différents procédés. Mais un déchet qui peut être vendu comme recyclable en théorie, entre guillemets, peut ne pas être recyclable ou ne pas être recyclé en pratique si déjà il a atterri dans la mauvaise filière faute de bon tri, peut ne pas être recyclé aussi si tout simplement il n'existe pas de procédé qui puisse le prendre en charge à échelle industrielle. Donc recyclable, en fait, c'est super large. En gros, il faut mettre en place des procédés dans l'industrie pour recycler. C'est possible, mais c'est pas forcément fait. Exactement. Par exemple, ce qui est donné comme exemple par Flore Berlingen, qui est l'ancienne directrice de Zero Waste France, c'est donc un exemple de bouteille de lait. Et donc en 2015,
les bouteilles en plastique traditionnelles de lait ont été remplacées par des bouteilles en plastique opacifié, qui n'étaient pas encore recyclables à ce moment-là, parce que, tout simplement, il n'y avait pas encore le procédé adapté pour pouvoir les prendre en charge. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces bouteilles de lait opacifiées étaient mélangées avec le flux de plastique transparent, et ce qui a donc dégradé tout simplement le produit, la matière qu'on recyclait en sortie. Et donc là, dans le cas des bouteilles en lait, elles sont effectivement prises en charge, mais pour d'autres objets, ils vont tout simplement pas être recyclés, faute d'avoir le procédé adapté. Et thermodynamiquement, c'est pas si rentable que ça, en fait. Voilà, alors on peut partir par exemple de l'hypothèse d'un monde dans lequel on trie parfaitement nos déchets, dans lequel il existe des filières pour tout type d'objets qu'on jette. Et bien même dans ce monde-là, le recyclage ne peut pas être la solution optimale et ultime, tout simplement parce qu'on atteint des limites physiques, des limites thermodynamiques. Donc par exemple, quand on recycle le métal qui est hautement recyclable, eh bien on va quand même avoir des pertes qui sont tout simplement donc ce qu'on va appeler les pertes au feu, qui sont tout simplement des pertes qu'on ne peut pas thermodynamiquement, physiquement éviter en vertu de la loi de l'entropie, de la thermodynamique. Alors sans aller dans ces détails-là, ça veut tout simplement dire qu'on aura toujours des pertes. Même quand on a un procédé qui est vraiment très efficace, on ne peut pas recycler à 100%, c'est une illusion. Et donc ce qui découle de ça, c'est que donc, dans beaucoup d'objets qui sont dits recyclables, recyclés, etc., on doit toujours injecter de la matière première neuve pour pouvoir compenser les pertes de matière qu'on a pendant le recyclage. Et d'ailleurs, ça, c'est assez représentatif de tout le discours de notre société aussi sur le recyclage, qui est cette illusion qu'on pourrait gérer par la technique, et qu'on pourrait être maître de nos déchets, en quelque sorte, et créer une boucle fermée dans laquelle circuleraient tous nos déchets, alors que c'est tout simplement... Et ça marche pas, en fait. Ouais. Non. Et j'en viens à ma prochaine question. Ça a l'air d'être la solution idéale, mais ça l'est pas. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en a pas d'autres, ou pourquoi est-ce que celle-ci est si prédominante ? Alors l'intérêt du recyclage, comme l'intérêt du jeter et de la poubelle, tout ça, c'est de faire, encore une fois, disparaître le déchet. Le problème avec les déchets plastiques, comme on l'a dit, c'est qu'ils deviennent de plus en plus présents. Ils réapparaissent des centres d'enfouissement. On les retrouve sous la mer, dans l'espace avec nos satellites. Et il faut qu'on en fasse quelque chose. Baptiste Mont-Saint-Jean, dans Homo detritus, parle aussi du déchet comme un symptôme de notre société. Le symptôme, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément voir, parce que ça montre notre mode de vie qui n'est plus forcément tout à fait durable, souhaitable, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à invisibiliser ce déchet, ou en tout cas faire croire qu'il va être invisible, pour ne surtout pas l'interroger, parce que interroger notre déchet actuel, ce serait interroger notre mode de société, notre mode de consommation, notre mode d'être sur Terre, ce qui serait évidemment très douloureux pour beaucoup d'entre nous de se poser ces questions-là. Et donc pour ne pas se poser ces questions, on préfère se faire croire, mais avec aussi sincérité. Hein, il ne s'agit pas de dire que les méchants organismes du recyclage font ça pour nous invisibiliser, je sais pas quoi. Non, c'est pas forcément un plan machiavélique, hein, mais le recyclage nous permet de nous faire croire que, en fait, nos canettes, c'est pas forcément un problème, quoi. On va en faire des trottinettes, on va en faire des chaises longues avec marqué Coca dessus et des pulls recyclés, et que le progrès serait d'optimiser ces processus de recyclage, de mieux trier et tout ça. Et comme ça, surtout, on peut continuer à jeter et à consommer à outrance sans interroger le problème, et donc sans interroger notre mode de vie. Donc en fait, c'est génial pour nous. On peut continuer à vivre comme d'habitude, juste on va faire quelques efforts pour le recyclage. Voilà donc pourquoi cette tendance est en vogue et nous fait miroiter une issue de secours, qui n'est en fait pas du tout une issue de secours.
Oui, tout est dans le titre. Vous dites, c'est le mythe d'un capitalisme écologique. C'est une excuse pour continuer à produire. Voilà, et encore une fois, pas forcément une excuse mal intentionnée, mais ça nous permet exactement de faire croire au circuit fermé. Par exemple, Apple, une marque que je suis un petit peu, se lance maintenant dans les produits 100% recyclés et neutres en carbone. Voilà, je suis allé dans leur rapport. En fait, par exemple, l'énergie produite par les éoliennes est neutre en carbone, ce qui est complètement faux pour tout ingénieur de base. Au bout de 2 ans à l'UTC, on le sait très bien. Donc en fait, on se fait croire qu'il y a une boucle infinie de la matière et beaucoup d'entreprises mettent par exemple le trade-in accentue beaucoup. Ça consiste à rendre nos objets électroniques au bout de 2-3 ans. Encore pour continuer sur Apple, Apple rachète nos anciens téléphones anciens qui ont 2 ans pour comme ça en vendre des nouveaux. C'est encore un mythe de la circulation de la matière qui nous permet de continuer de consommer parce qu'en fait, si on veut gagner de l'argent, il faut vendre des trucs absolument et ça nous déculpabilise. Voilà, on se dit, je jette pas mon téléphone, je le mets au recyclage, il va être fait en un nouveau téléphone. Et en fait, malheureusement, on voit, voilà, dans les faits, il faut juste regarder les chiffres, on voit que ce n'est pas du tout le cas et que la matière se perd. Aurélien Barraud, un homme assez engagé sur les questions climatiques et sur la question de la catastrophe environnementale, comme il dit, est interrogé sur France Inter et nous dit, voilà, on lui demande est-ce que c'est pas démoralisant de se dire que trier ne servirait à rien ? Et il répond, je cite, si, il faut le faire, mais si on peut prendre une métaphore, c'est comme si on était en pleine guerre mondiale avec des obus tout autour et qu'on nous dit, il faut garder des relations amicales avec vos voisins. Mais bien sûr, on peut toujours se comporter correctement avec nos voisins, même sous une pluie de bombes. Il faut le faire et je l'encourage à le faire, mais ça reste anecdotique par rapport à l'ampleur du problème. C'est ça que je veux dire. Pour moi, cette phrase résume pas mal. C'est que il faut continuer de recycler et faites-le. Il faut le faire. Mais ne croyez pas que ça vous légitime d'acheter 3 t-shirts en plus tous les mois. Le recyclage n'est pas la solution à notre création de déchets en abondance. En fait, il faut arrêter la surconsommation. Voilà, mais petits individus que nous sommes, c'est pas si simple. Donc ça peut déjà passer par l'éducation, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast. Mais ensuite, pour remettre en cause le fondement économique de notre société, c'est une autre histoire. Ça devient un peu plus compliqué, mais c'est peut-être faisable. Espérons-le. Merci beaucoup Maxime et Pauline d'être venus ici et d'avoir parlé de votre superbe travail. Est-ce que vous avez eu quelques révélations en travaillant sur ce mémoire ? Évidemment, au début, on tombe un peu de haut. Moi qui suis assez intéressé aux questions environnementales, comme beaucoup, je pense, je me disais que c'était bien de recycler. Là, on démontre un peu l'inverse. Après, il y a des choses dont je me doutais en ayant déjà travaillé 1 an sur toutes ces questions-là. Avant de faire ce mémoire, il y a des choses qui n'étaient pas nouvelles non plus. Mais c'est sûr qu'on en apprend pas mal et ça met un petit coup. Effectivement, je te rejoins, Maxime. Et oui, mais moi, ce qui m'a frappé, c'était évidemment même en recommençant en quelque sorte du début avec l'invention des déchets, de voir où ça nous mène aujourd'hui et comment on se retrouve dans un système qui s'auto-alimente, en fait, où on continue à produire énormément de déchets, mais où on légitime cette production de déchets en nous disant, en espérant qu'il y a une solution pour prendre en charge nos déchets, alors que dans les faits, cette solution est plutôt illusoire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à lire le mémoire
Le recyclage ou le mythe d'un capitalisme écologique de Maxime Latour et de Pauline Ravel. Et on se rejoint prochainement pour un autre épisode de Contrôle technique. Merci de nous avoir écoutés. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les ressources citées ainsi que des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de Contrôle technique sur toutes les plateformes de streaming et sur le site en description. À bientôt pour un prochain Contrôle technique.